Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de cette série dédiée à mon aventure académique à l'université de Napier à Édimbourg pour mon bachelor d'honneur en photographie. Alors en effet, c'est le premier épisode de cette série dédiée à mon aventure académique avec ces études de bachelor d'honneur en photographie que j'ai entamées au mois de septembre 2023. Pour dire la vérité, je ne savais pas comment j'allais structurer cette série. Au départ, je pensais vraiment faire une sorte de vlog, te parler tout au long de l'année, te faire partager en fin de compte mon expérience et peut-être mes malheurs, mes angoisses, etc. Et puis en fin de compte, je me suis dit, pas forcément intéressant, je préférerais en fait avoir l'opportunité de digérer tout ce que je reçois pour ensuite te le faire partager. Je pensais que ça allait être un peu plus fourni, un peu plus intéressant en soi. C'est pour ça que j'ai attendu. J'ai soumis mes derniers partiels la semaine dernière et donc maintenant voilà. Après, je me suis dit, mais comment j'allais structurer tout ça, te parler, etc. Et j'avais vraiment pas envie de faire quelque chose de structuré, nécessairement, scripté et tout. Et donc là, je me lance. Et peut-être que je ferai plus d'épisodes que prévu en fonction des questions, des commentaires qui seront sous la vidéo. Donc, je t'invite à poser toute question que tu aurais sous un commentaire. Et à ce moment-là, je verrai, soit je te répondrai directement. De toute façon, je te répondrai toujours aux commentaires, comme je le fais à chaque fois. Je te répondrai, mais est-ce que j'approfondirai dans le commentaire ou je ferai une vidéo à ce sujet-là? Je verrai au fur et à mesure. Voilà. Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi ces études? Qu'est-ce qui t'arrive si tu ne me connais pas, si tu viens d'atterrir sur cette chaîne? J'ai fait une vidéo en 2023 t'expliquant en fin de compte qu'est-ce qui s'était passé en 2023. Ça allait bien au-delà des études. Je t'expliquais en fait tout le parcours psychologique que j'ai pu avoir cette année-là, qui n'était pas simple, et aussi donc les raisons derrière ce choix de faire des études. Mais si tu n'as pas vu cette vidéo, le lien s'affiche ici. Très brièvement, en ce qui concerne les études, ça s'est passé en fin de compte en décembre, plus précisément pendant les vacances scolaires de Noël en décembre 2022. Mon épouse qui travaille dans un lycée ici dans la ville, elle n'est pas prof, elle est soutien scolaire, elle s'occupe des enfants en difficulté sociale, mentale et autres. Et certains de ses collègues aspiraient à devenir prof, voilà. Et donc du coup, elle s'inscrivait pour la rentrée septembre et j'ai poussé mon épouse à s'inscrire elle aussi. Et puis en faisant ça, je me suis dit, mais pourquoi pas moi? Voilà, pourquoi pas moi? Alors si tu te dis, mais Tom, pourquoi tu veux être prof? J'ai toujours voulu être prof en réalité. Mon envie d'être prof, elle date pas d'aujourd'hui, elle date de 1989-90, ça coïncide avec la sortie du film Dead Poets Society, qui est le cercle des poètes disparus avec Robin Williams. Ce film m'a marqué au fer rouge et j'ai dit je veux être prof, je veux être Mr. Keating. Et j'ai fait des études. Au lycée, j'ai fait des études littéraires. Pour quelqu'un qui aime pas trop lire, ça le faisait bien. Mais à l'époque, j'étais à fond dans le théâtre et ça avait tout son sens. Voilà. Seulement, j'étais pas très studieux. Et donc, du coup, j'ai pas entamé d'études à la sortie de ça directement. Et donc, j'allais pas être prof. Voilà, trop de travail. Mais bon, en quelque sorte, l'histoire fera que je finirai par enseigner, en fin de compte, puisque ça fait plus de 15 ans que j'enseigne la photographie. Un peu moins de 15 ans sur la chaîne YouTube, mais entre les séminaires, les workshops, etc. que j'organise ici en Écosse, ça fait un peu plus de 15 ans. Et donc, en quelque sorte, j'enseigne. C'est vrai que, bon, quand j'ai quitté Adobe, après 10 ans de chez Adobe, en ingénieur informatique, c'est vrai que je voulais me focaliser sur mon art, sur la photographie, qui est une passion. Mais je dois t'avouer que entre la photographie et enseigner, ce qui m'anime le plus, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment d'enseigner, de permettre à d'autres de pouvoir s'exprimer de façon grâce à la photographie, grâce à ce médium. Voilà, c'est ce qui me plaît. Et donc l'idée d'enseigner ça dans un milieu académique me plaît énormément. Et donc j'ai dit, ben voilà, pourquoi pas. Le problème, c'est que pour être prof, si je voulais être prof au primaire, je pourrais le faire. Je pourrais m'inscrire à la fac et puis je ferai 4 ans d'études et puis je serai prof au primaire. Seulement, les primaires, c'est pas là où je souhaite atterrir. Pour être prof au lycée et autres, eh bien, ça demande d'avoir un degré, un diplôme supérieur à ce que j'ai. Voilà. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'avais pas envie de faire 4 ans pour finir au primaire, et je me suis dit, j'ai autant de quitte de faire un diplôme, des études pour avoir un diplôme qui vont me permettre ensuite de faire des études d'éducation, qui en fait est une année, et ensuite tu finis au lycée, tu as la garantie d'avoir un placement, en plus là où tu veux, au moins pendant 2 ans. Et j'ai dit, tiens, je vais faire ça. La question, c'est quel sujet? Et en fin de compte, j'en avais 2 à ma disposition. J'avais soit le français, qui... Dans un sens, j'avais pas la langue à apprendre.
qui allait quand même demander pas mal de temps parce qu'il faut écrire beaucoup, il faut lire beaucoup, donc ça allait me demander quand même pas mal d'efforts. L'autre option, c'était de faire des études d'informatique. L'avantage, c'est que j'ai effectivement mon background en informatique, mais les choses ont évolué depuis que j'ai quitté Adobe, et qui fait maintenant 2016, donc ça fait quand même pas mal d'années que je suis plus là-dedans. Donc j'aurais quand même des choses à apprendre parce que la technologie évolue tout le temps. Et puis est-ce que j'ai forcément envie d'être prof en informatique? Pas vraiment. Voilà, c'est pas ça qui m'exciterait. Et puis vraiment par hasard, j'ai découvert qu'il y avait une des universités à Édimbourg qui proposait un bachelor d'honneur en photographie. Alors un bachelor d'honneur en photographie, ça veut dire quoi? Ben, un bachelor, c'est déjà 3 ans, un bachelor d'honneur, c'est 4 ans. Voilà, 4 ans et sur le domaine de la photographie. Et là, je me suis dit, bah, c'est parfait pour moi. C'est parfait parce que, j'aurais rien à apprendre. Je vais sûrement découvrir des choses, mais je n'aurai rien à apprendre. Ce qui veut dire déjà pas mal. Ça veut dire ça va pas empiéter trop sur ma vie professionnelle, pas trop sur ma vie privée. Et donc, ça va pouvoir être... Je vais peut-être découvrir des choses, ça va être intéressant. Et donc, du coup, bah, je me suis inscrit. Ce qui était intéressant, c'est que à peine je me suis inscrit, dans les 12 heures, j'ai été rejeté. Ma candidature a été rejetée et ayant un ego comme j'ai le mien, j'accepte pas les portes fermées. Donc, j'ai téléphoné, je leur ai dit, mais vous pouvez m'expliquer pourquoi vous me rejetez? Et là, ils me disent, bah, c'est simplement parce que dans les 5 dernières années, vous n'avez pas eu un cursus scolaire. Et je leur ai dit, évidemment que j'ai pas eu un cursus scolaire. Regardez ce que je fais. Ça fait plus de 10 ans que je suis pro en photographie. Et quelles sont les études que je souhaite entamer? Photographie. Donc, réfléchissez un peu. Et là, ils m'ont dit, ah oui, ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez vous réinscrire? Et là, on va passer votre dossier au directeur du département et on verra. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, après plusieurs thèses à écrire, etc., entretien, ben, on a accepté ma candidature. Et donc, du coup, j'ai rejoint l'université d'Édimbourg, Napier, le 4 septembre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la veille, et ça, je me rappellerai, parce que le 4 septembre, quand j'arrive à l'université, on nous demande de nous lever dans l'amphithéâtre et de se présenter au reste de la classe. Et quand c'est arrivé à moi, en plus, voilà, étudiant mature, hein, c'est-à-dire vieux étudiant, je me positionne devant, au premier rang, j'ai fait ça toute l'année, hein, et bien sûr je suis un des premiers à passer, et là je dis, ben ouais, je suis pro depuis plus de 10 ans, et là je reviens justement d'un stage que je viens de faire sur le portrait en Normandie, en France. Voilà mon introduction auprès des élèves de la classe et auprès des profs. Alors justement, puisque je te parle de ce stage photo dédié au portrait que j'ai fait à Caen, figure-toi que c'était un tel succès que j'ai décidé de le renouveler. Voilà. Et ça va se renouveler exactement au même endroit, au théâtre de Caen. Pourquoi? Parce que ce théâtre est absolument superbe, on nous le met à notre disposition exclusivement, et ça c'est vraiment super sympa. Le lieu, absolument magnifique, parce que c'est un théâtre, et donc on a beaucoup d'espace sur la scène pour pouvoir travailler, aussi bien beaucoup d'espace en hauteur, etc. Donc on peut vraiment bouger, faire plein de choses. C'est un petit comité, limité à 8 élèves. Et qu'est-ce qu'on avait fait? Ben, c'est ce qu'on va refaire en fin de compte. On va faire petit comité, on va apprendre, c'est ouvert à tous les niveaux. Et ça, c'est vraiment important. C'est très important pour moi, mais c'est aussi important sûrement pour toi. C'est ouvert à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle je fais ce petit comité de 8 personnes, c'est que quel que soit ton niveau, que tu aies déjà pris un portrait ou que tu n'en aies jamais pris, eh bien, on va travailler ensemble pour te faire découvrir ou améliorer ton niveau. L'année dernière, on avait des gens, des participants qui avaient déjà participé à d'autres de mes stages, portrait, paysage, et ceux qui avaient déjà l'expérience dans le portrait, eh bien, on a monté la barre un peu plus haut. Voilà. Et donc, on crée des petits groupes, des petits comités de 2 élèves ensemble. Et puis on travaille ensemble pour le projet individuel et essayer de monter le niveau et découvrir des choses. Alors on va apprendre à... Alors, c'est pas forcément dans l'ordre ici, mais tous les détails sont dans la page dédiée au stage, hein, le lien s'affiche ici, et on va découvrir quel est le matos dont on a besoin pour faire la photographie de portrait. Qu'est-ce que la photographie de portrait? Ça paraît bête, mais qu'est-ce que c'est? On va apprendre à utiliser la lumière, à voir la lumière, hein, que ce soit la lumière naturelle, la lumière naturelle modifiée ou bien la lumière artificielle, quels sont les différents accessoires à notre disposition, comment faire de la photographie à l'extérieur avec la lumière naturelle ou bien la lumière naturelle et la lumière artificielle. On fera la photographie de nuit, hein, cette fois-ci c'est très important, je veux absolument qu'on en fasse. Et on va... en gros, on va bien s'amuser, voilà. On va apprendre à poser également,
à poser son modèle, à communiquer avec son modèle. On va apprendre à décortiquer aussi les photos de portrait, bien comprendre. En regardant une photo de portrait, c'est de comprendre comment elle a été réalisée, etc. Donc voilà, c'est un programme chargé, ça va être 3 jours. Ça va être le 30, le 31 août et le 1er septembre. C'est un vendredi, samedi et dimanche complet. On attaque le matin 8h30, 9h et jusqu'à au minimum 6h30 le soir et voire un peu plus tard en fonction des envies et des besoins de chacun. Tous les détails, comme je dis, sont dans la description et dans le lien que j'ai affiché en haut. Sur la page, tu auras les détails, tu auras un formulaire, il te suffit de le remplir et je t'envoie ton contrat de stage. Comme j'ai dit, c'est petit comité, 8 élèves, 8 participants. Cela dit, j'ai déjà passé l'annonce à ceux qui étaient déjà intéressés l'année dernière pour le stage. Donc, à ce jour, il ne reste que 6 places. Donc, si ça t'intéresse, dépêche-toi. Ça, c'était pour l'annonce. On revient aux études. Donc, le lendemain de mon stage, eh bien, j'attaque ces études. Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'était des études à plein temps. Mais quand ils disent à plein temps, en réalité, plein temps à l'université, c'est 3 jours par semaine. Voilà. Et en l'occurrence, pour moi, c'était le mardi, mercredi et jeudi. C'était 3 heures en gros par jour de ces 3 jours-là. Mais quand on dit plein temps, c'est pourquoi? Parce que tu as effectivement ces 3 jours par semaine, 3 heures par jour. Mais après, tu as des études en fin de compte à faire par toi-même, des recherches, des tests, photographies, etc. Donc ça prend du temps. Et en gros, ça commence de septembre jusqu'à décembre et ensuite de fin janvier jusqu'à la première semaine de mai. Voilà. Donc ils appellent ça 2 semestres, mais en réalité, en gros, c'est un bon semestre, un bon 6 mois quand on cumule réellement les choses. Je t'ai dit tout à l'heure que c'était un bachelor d'honneur, c'est-à-dire 4 ans d'études, mais vu mon cursus, en fait, je suis rentré directement en 2e année. Voilà. Alors, dans ce premier trimestre, on avait 3 cours. On avait un cours dédié à l'histoire de la photographie. Je ferai un épisode sur le sujet. C'est l'histoire de la photographie après la guerre. Jusqu'à aujourd'hui, on parle du modernisme, on parle du postmodernisme aussi, du néo-postmodernisme, enfin plein de choses, j'aurai l'occasion de t'en parler. Le deuxième module qu'on a eu, c'était sur la photographie de studio, mais par studio, on entend la photographie de publicité. Donc là, pareil, j'aurai l'occasion de t'en parler. Et là, dans cette vidéo, comme le titre l'indique, eh bien, je vais te parler du module dédié au portrait. Alors, quoi dire de ce module de portrait? Ce module de portrait, il n'a pas commencé dans le studio, il a commencé dans des séances à l'extérieur d'Édimbourg. Pourquoi ils ont décidé de faire les séances à l'extérieur au départ, qui étaient dans les rues d'Édimbourg, dans les parcs à Édimbourg, voire au musée aussi, dans un des musées, musée de portrait. Quand c'était à l'extérieur, tout simplement, c'est parce que c'est par rapport à la saison et par rapport au climat, et donc du coup, plus au début, on sort de l'été, etc., les températures sont encore acceptables, il pleut pas trop, et donc du coup on peut être dehors, voilà. Et quand on était à l'extérieur, l'idée c'était d'être partenaire avec un autre élève et puis de faire des photos, essayer de trouver des compositions à l'extérieur, etc. Je t'avouerai que je ne voyais pas vraiment trop l'intérêt, parce que là quand je te l'exprime en théorie, ça peut avoir du sens. Dans la pratique, j'étais pas convaincu du tout. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le prof n'est pas là pour te tenir la main, le prof ne te donne pas un cours, ne t'explique pas comment construire un portrait. T'es vraiment libre de ça, et en fin de compte, après qu'il ait passé 1 heure avec toi, enfin avec le groupe, eh bien, il dit, bah allez-y, débrouillez-vous. Et puis si vous voulez me voir, je serai à 2 heures de l'après-midi, voilà, je serai à cet endroit-là, si vous voulez venir me voir, etc. Et en fait, tu t'aperçois très rapidement que bah, c'est jeune de 20 ans, hein, parce que dans ma classe, je suis forcément le plus vieux, et que la moyenne d'âge est de 22 ans. Et ben, tu t'aperçois qu'à peine il a dit ça, tout le monde se barre au McDo, tout le monde se barre, etc. Et en fin de compte, il n'y a pas réellement de travail. Donc c'était assez frustrant pour moi, je dois dire, parce que non seul, c'est pas que j'avais forcément besoin d'apprendre quoi que ce soit, mais je me suis dit, bon, on va s'amuser, on est là pour vraiment, on est tous passionnés de photographie, on va s'entraîner ensemble, on va partager des choses, etc. On va vivre quelque chose, et en fin de compte, non. Voilà. Donc c'était très décevant là-dessus. Le prof savait très bien mon parcours, puisqu'on a eu l'occasion d'en parler. Je lui avais dit, écoute, si tu as envie que je te donne un coup de main, etc., n'hésite surtout pas. Voilà, je ne veux pas marcher sur tes pieds-bandes, mais bon, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas et autres.
Il a décidé de ne pas m'utiliser en soi, c'est son choix, hein, pas d'ego froissé, loin de là. Et après ces séances à l'extérieur, eh bien, il y a eu les séances à l'intérieur, en studio. Et je me rappelle quand j'avais fait la visite de l'université, il nous avait montré les différents studios, et c'est effectivement, on en a 3, super bien équipés, avec du Broncolor, vraiment du matos qui coûte absolument les yeux de la tête, mis à la disposition des élèves. Il y a même un shop, alors ce qu'ils appellent le shop, c'est pas un magasin hein, en soi, où tu payes, non, c'est là, tu as le matos, tu as tout plein d'appareils photo, de plusieurs marques, Sony, Canon, peut-être un peu Nikon, mais principalement Sony et Canon, toute une panoplie d'objectifs, etc., qu'on te met à ta disposition, que tu peux prendre pendant des semaines et autres. Donc, quelqu'un qui découvre la photographie a vraiment l'opportunité d'apprendre à découvrir du matériel, etc., découvrir les objectifs et autres. Ça, c'est très bien. Moi, j'ai jamais utilisé ça parce que bon, j'avais mon propre matériel, j'en avais pas besoin. Mais je dois avouer que si je n'étais pas convaincu des séances à l'extérieur, en ce qui concerne les séances en studio, j'ai trouvé ça extrêmement chiant, et je fais exprès d'utiliser un mot aussi cru que ça, parce que ça m'a énormément frustré. Voilà, j'ai jamais été aussi frustré que ça, parce que, non pas que je m'attendais à apprendre quoi que ce soit, mais à écouter quelqu'un, ce gars-là en l'occurrence, qui est le directeur du département de photographie. Il faut savoir que lui n'est pas photographe. Voilà. Lui, au départ, c'est un vidéographe. Et même s'il aime à dire que ses projets vidéo ne sont pas, en fin de compte, des vidéos, mais sont de la photo en mouvement, pour moi, c'est, j'appelle ça bullshit, c'est de la connerie, autant que les fameuses descriptions que l'on trouve sous les photos pour justifier, en fin de compte, du pseudo-aspect artistique de certaines photos. Si tu lis pas la description, tu comprends pas l'intérêt de l'image. Voilà. Ben, pour moi, son argument, il est du même acabit. Et bref, cette personne-là, qui, à mes yeux, n'est pas légitime, mais bon, au départ, je lui ai donné le bénéfice du doute et d'écouter. Donc j'étais assis et j'écoutais, je n'intervenais pas. Et quand j'écoutais ce qu'il disait, qu'on ne soit pas spécialiste dans ce que l'on enseigne, je peux le concevoir. Qu'il n'ait pas toute mon expérience dans ce domaine-là du portrait et du flash, je peux le concevoir. Mais si on se met à transmettre des choses qui sont fausses, c'est là où tu vas commencer à me rendre très nerveux. Et là, c'est vrai que j'étais extrêmement frustré. Alors, un exemple, par exemple, ça serait son insistance, et là c'est tout à fait vrai, son insistance de prendre soin de la personne qui est assise, le modèle. Par modèle, ça peut être un client, pas forcément un modèle de mode. Et donc, il met vraiment l'accent sur ça, à prendre soin, lui poser des questions, être vraiment dans le respect, etc. de cette personne-là. Et donc là, je soutiens à 100% son discours. Là où ça blesse, c'est quand on commence à introduire l'utilisation de flash. Et là, on s'aperçoit déjà que c'est une personne, quand on était à l'extérieur et qu'il a introduit le flash à l'extérieur, ce n'était pas des flashs, c'était des... C'était pas les Broncolor qu'il prenait avec lui, non, c'était les Rotolight. Si tu ne sais pas ce que sont les Rotolight, c'est un système de lumière LED, relativement cher, je dois dire, de plus ou moins grande taille. En ce qui concerne ce qu'on a à l'université, c'est parmi les plus gros, ils font cette taille-là, ils sont énormes. Et quand je le voyais dans les séries extérieures prendre ça et vouloir absolument créer des scènes dramatiques à l'extérieur avec ça dans les jours ensoleillés, ça ne marchait pas. Je lui disais que de toute façon ça n'allait pas marcher, que c'était ahurissant de partir sur cette approche-là, mais il disait c'est les lumières que je maîtrise, voilà, c'est pour ça. Et c'est là déjà où j'ai commencé à sentir qu'il y allait y avoir un problème en ce qui concerne la photographie au flash, ou du moins en lumière artificielle. Et quand on est arrivé au studio, eh bien, il a utilisé les Broncolor qui sont des flashs et non pas des lumières en continu. Et là, je me suis aperçu d'un problème très rapide. Le problème, c'était qu'il aimait les mettre à 100%. Et il a dit, bon, on pourrait utiliser un flashmètre. Qui utilise un flashmètre ici? Bien sûr, les gamins de 20 ans, ils n'utilisaient pas de flashmètre. Aucun d'entre eux a utilisé un flashmètre, ils ne savaient pas ce que c'était. Moi, bien sûr, j'ai levé la main en disant que oui, et oui, monsieur, j'utilise un flashmètre. Et quand lui dit, ouais, mais c'est redondant, ça sert à rien. Et quand il donne son argument pourquoi c'est redondant, il dit parce que je connais très bien cette lumière et que je sais quand on est à 1 mètre de cette lumière et qu'on est à pleine puissance, il suffit d'être à f22 et j'ai une exposition correcte. Et là, je me suis dit, ok,
Très bien. Est-ce qu'il nous fait une sorte de petite règle Sunny 16, hein? Le Sunny 16, c'est la règle des photographes à l'extérieur. Quand tu es ensoleillé, tu sais que à ISO 100, eh bien, tu vas être à 1 centième de seconde avec f16 et tu vas avoir une exposition correcte. C'était la petite règle de magouille pour avoir une exposition sans avoir nécessairement besoin de mesurer, etc. Je me dis peut-être que c'est ça, et donc du coup il va se dire, bah voilà, je veux pas être à f22, donc du coup je vais décaler, et puis je vais réduire la puissance de mon flash et autres. Non, 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 ça non. Il prenait sa photo à pleine puissance, à f22. Il faut savoir que ces flashs-là sont des flashs extrêmement puissants. Hein. Pour te dire, le tarif, c'est à peu près 2500 livres le flash. Donc, on tourne aux alentours de 3500 € le flash. Et quand il t'en met 3 ou 4 dans le studio, je peux te dire que ça pète. Et on te dit, et voilà, on se met à f22. Bah oui, mon gars, il te faut f22 parce que si t'es pas à f22, tu crames tout. Et là... je dis, mais ça n'a plus de sens. Et il est où le respect pour le modèle, le gars qui est assis? Alors pourquoi je parle de ça? Bah parce que tu as la lumière, ta lumière modeleur, c'est-à-dire la lumière témoin qui te montre où est-ce que va être ton éclairage, etc. Et cette lumière-là, elle est proportionnelle à la puissance de ton flash aussi. Donc le gars en prend plein la tronche pendant que tu n'as pas encore généré le flash, mais simplement de positionner les lumières avec cette lumière continue de témoin. Et après, quand tu balances ton flash à pleine puissance, je peux dire que tu en prends plein la gueule quand il est à peine à 1 mètre de toi, tu vois. Et donc, à un moment donné, je vais lui dire pendant la pause. Ou en fait, non, je lui dis pas. Je lui dis pas pendant la pause. C'est-à-dire que à un moment donné, il sort de la classe, il va faire autre chose. Et là, je vois 2 élèves qui essaient de faire une scène, etc. Et un des élèves, il a un petit appareil, hein, c'est pas un compact, mais c'est tout juste, hein, c'est vraiment l'entrée de gamme de l'entrée de gamme. C'était un Canon, je sais plus lequel, avec 3 zéros dedans, tu vois. Et il n'y arrivait pas, etc. Enfin, il s'exerçait et tout. Et puis, à un moment donné, je voyais, il aveuglait l'autre participant, le pseudo-modèle. Il lui envoyait toute la puissance. Et je lui dis, mais t'es à combien, là, de puissance? À 1,1, à 100%. Et ton objectif? F22. Et là, je lui dis, non, mais tu veux que je t'aide, là? Et là, il dit, oui. Et là, du coup, je me lève de ma chaise et puis, bon, je lui dis, bon, on va arrêter les conneries, là, quand même. Hein, parce que il a dit qu'il fallait respecter le modèle, là. Est-ce que tu crois que c'est le respecter que de lui envoyer toute la sauce que le flash peut lui envoyer dans la gueule, alors pour que toi, tu sois à F23? Regarde l'appareil que tu as, regarde l'objectif que tu as. Est-ce que tu as entendu parler de la diffraction? Et là, il me dit non. Et je suis pas si étonné que ça. Ce que j'ai appris à découvrir, c'est qu'en fin de compte, ces élèves qui sont dans cette cour, rappelle-toi, on est en 2e année, hein, pas en 1re année. En 1re année, ils sont censés avoir découvert la photographie. Certains d'entre eux, avant même d'attaquer l'université, avaient fait le collège et avaient fait un 2 ans en photographie pour certains d'entre eux. La majorité d'entre eux ne savent pas ce qu'est la valeur F. Ils ne savent pas. Tu leur dis à quelle valeur tu es, ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment choisir leur valeur. Ils n'ont aucune connaissance réellement du matériel. Ils ne connaissent pas le fonctionnement d'une photo. De l'appareil photo, comment une photo est construite, etc. Je te parle mécaniquement parlant. Ils savent vraiment rien là-dessus. Et donc, quand je lui balance la diffraction, d'un seul coup, il me dit non, je sais pas ce que c'est. Et je lui dis, ben voilà, je lui explique. Et je lui dis, ta photo, elle va pas être de bonne qualité d'un point de vue de netteté, etc. Tu peux pas shooter à F22, c'est pas possible. Surtout pas en studio, c'est absolument ridicule. Donc, qu'est-ce que je fais? Je baisse son flash, je lui règle le truc et tout. Je lui montre le machin et là, il essaye et ça fonctionne. Et je lui dis, tu vois, là, c'est quand même mieux. Et toi, est-ce que t'es pas mieux sur ton abouret? Ah ouais, non, c'est quand même mieux, etc. Et à un moment donné, je le vois qui regarde au-dessus de mon épaule. Et là, je me retourne. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le prof. Et là, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, je lui explique. Et là, l'argument qui tue et qui souligne, tu sais, c'est marrant, des fois on a des discussions avec des gens et ils sont tellement persuadés d'avoir raison qu'ils vont te sortir un argument sorti du chapeau comme ça, comme pour souligner, prouver que tu as tort. Ouais, t'as pas intérêt à te gourer. Et là, qu'est-ce qui me sort? Oui, mais pense à la profondeur de champ. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a à voir ici, la profondeur de champ? Rien à voir. Je dis, regarde le matos que tu es en train d'utiliser, à F22, ça n'a pas de sens. Personne ne fait du studio à F22, ça s'est jamais vu. Je vois pas pourquoi tu leur dis de faire ça. Bon, bref, ça s'arrête là.
Et puis, bon, à chaque fois, il y a une autre séance de studio où il a parlé, il a essayé de parler de la règle du carré inversé. Très mal expliqué. Il a essayé de l'appliquer, ça a pas vraiment fonctionné. Et il a essayé de me prendre à partie, et depuis ce jour-là, en fin de compte, il a toujours essayé de me prendre à partie, en exemple, à me faire répondre, et des fois même à argumenter contre les réponses que je lui donnais, mais il se plantait au final, parce que je le prouvais par A plus B, donc et c'est là que je me suis aperçu que c'était quelqu'un qui n'était pas bon en tout l'aspect matheux, tous les chiffres, etc. Il fonctionne pas comme ça, certains. Les gens sont comme ils sont, certains. Mais quand il a pris une position en fin de compte de défense par rapport à moi, à essayer toujours de me prendre à partie, à m'apporter, à m'accaparer et à essayer de faire en sorte que je valide en fin de compte ses arguments. Et manque de peau, dans 90% des cas, c'est pas ce que j'ai fait, parce que j'étais pas d'accord avec lui. Donc, j'ai toujours pris le parti que je ne voulais pas marcher sur ses pieds, que j'avais pas envie de faire celui qui sait tout, mais en même temps, j'avais pas non plus envie d'entendre des conneries dire pendant le cours. Donc quand il y avait vraiment des choses à ce moment-là, surtout quand en fait je suis dans une classe qui participe pas, c'est vraiment le problème de ça. Ces jeunes-là, ils participent pas, donc à chaque fois qu'il y a un prof dans tous les modules qui pose des questions, les gens ils répondent pas. Donc à chaque fois, je suis là, je lève la main, et puis au final, ben, ils me disent ben, vas-y Tom, et donc à ce moment-là, je donne la réponse. Mais ça m'amuse pas de donner la réponse, je suis pas là pour faire le kéké ou quoi que ce soit. Je préférerais avoir une véritable discussion avec les élèves, etc., de partage, d'échange et autres, et c'est pas le cas. Donc c'est vrai que ça m'exaspère, et quand en face de toi, tu as un prof qui clairement ne connaît pas le module qu'il est en train d'enseigner, ne maîtrise pas, surtout, ben, c'est exaspérant. Et à un moment donné, proche de la fin du trimestre, il me dit ben, alors comment ça se passe, Tom? Je revenais du stage sur la vallée de la Clarée. Et il me voit dans ses cours où je parle pas à moins qu'il m'interroge, quoi. Et il me dit, bah alors, comment ça se passe tes yeux? Mais je dis, très bien, moi j'adore le cours sur l'histoire, et je t'en parlerai hein, de ce cours-là. J'adore le cours sur l'histoire, le prof Alex, il est vraiment génial. J'ai découvert plein de choses, c'est absolument passionnant. Et puis le module sur la publicité aussi, je m'éclate, c'est vraiment génial. Le prof, c'est un véritable personnage. Vraiment super. Et il me dit, et le module sur le portrait alors? Et là j'ai un moment d'hésitation. J'ai un moment d'hésitation parce que j'avais pas envie de le défoncer non plus. Et puis, je lui dis, je sais pas quoi te dire. Mais il me dit, vas-y, exprime-toi. Je lui dis, écoute, j'ai jamais assisté à quelque chose qui m'a rendu aussi frustré, énervé et furieux. Et là, boum, comme ça. Et il me dit, ah bon, en quoi? Je lui dis, écoute, tu sais très bien... Tu sais très bien mon background, tu sais d'où je viens. Hein. La photographie de portrait, c'est mon gagne-pain. Et je l'enseigne en plus. Et je trouve que ce module est plein d'approximations, de fausseté. Beaucoup de choses sont fausses, de mauvaises pratiques. Et je pense que c'est transmettre un savoir qui ne va pas les préparer pour l'industrie et qui est extrêmement confus. Et donc voilà. Et là, il me dit ah, donc c'est simplement... Oh, d'accord, c'est juste une approche différente de l'enseignement. Je dis non, non, ça va au-delà de la différence d'approche. J'accepte que chacun a ses méthodes pour apprendre, pour enseigner les choses. Ça, je suis entièrement d'accord et je critiquerai jamais les choses là-dessus. C'est sur le contenu. C'est sur le contenu lui-même. Soit une chose est vraie, soit une chose est fausse, mais elle ne peut pas être entre les deux. Et il y a trop d'approximations, beaucoup de choses trop qui sont... à utiliser du matériel de luxe, je dis avant quand quelqu'un va apprendre à conduire, on ne lui donne pas une Ferrari entre les mains. Voilà. Et que ces gamins-là, qui ne savent pas utiliser un flash, si je leur donne un flash Cobra, ils ne sauront rien faire avec. Par contre, avec un flash 2500, là, il l'utilise à pleine puissance à F22. Je lui dis non, c'est pas ça. Et je veux dire, quand ils vont sortir de l'université, est-ce que tu as envie qu'ils aillent chez un professionnel? Ils vont être la risée du public. Ils vont pas pour être pris au sérieux, c'est pas possible. Donc, ça c'est eux, mais je te rassure, tant mieux si ça marche pour toi. Mais bon, moi sur le portrait, ne me demande pas. Voilà. Et bon, là, voilà comment
Et il m'a dit, bon, c'est dommage quand même que tu n'étais pas là la semaine dernière, parce qu'on a vu, et là il me sort un truc soi-disant qui allait m'intéresser, etc. Je dis, ouais, bon, d'accord, ouais. Et on est resté là. Et 15 jours plus tard, eh bien, je devais soumettre le projet pour ce module. Pour chaque module, on a un projet à sortir. Certains modules, on avait des choses à sortir tout au long du module, mais pour ce module de portrait, eh bien, c'était pas le cas, il fallait produire quelque chose. Et justement, produire ce quelque chose, pour tous les modules, on doit faire, c'est très important à l'université, c'est ce qu'ils appellent un workbook. Un workbook, c'est en fait un livre dans lequel tu décris toute ton analyse, toute ton aventure, toutes tes pensées. C'est une sorte de scratchbook, c'est une sorte de carnet où tu prendrais des notes, où tu déposes tes pensées, tes tests, etc. Et comme une sorte de journal en fin de compte. C'est un journal de bord de ton projet. Et c'est extrêmement important et tu es noté là-dessus. Et donc, il demandait à le faire pour ce projet de portrait. Et le thème du projet, je vais te le montrer parce que ce que je vais te faire, c'est que je vais te montrer, on va parcourir ce journal que j'ai produit et que j'ai soumis. Il est en anglais, mais t'en fais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais traduire les idées de chacune de ces pages-là pour que tu comprennes. Donc, là, voilà, le module, c'est la pratique créative du portrait. Et là, ce qu'on te dit dessous, là, dans le brief, eh ben, c'est en fait, il va falloir produire, en fin de compte, 10 photographes, 10 photos, qui vont démontrer ce que l'on aura appris tout au long du module et dans les exercices, dans les classes. C'est extrêmement libre en ce qui concerne le thème. Ça n'a même pas besoin d'être une série, dans le sens où les photos n'ont pas besoin d'être liées les unes aux autres. C'est extrêmement libre. Et à l'intérieur du workbook, en fin de compte, donc du journal, il demandait à produire au moins un texte de 500 mots. C'est ce qu'on appelle le texte de l'artiste qui va en fin de compte décrire son travail, ses images de test et ensuite les images finales. Voilà. Et ensuite, il va pour dire que le domaine de la photographie de portrait, c'est extrêmement large, puisqu'en fait, on peut faire de la photo de rue, on peut faire de la mode, on peut faire du studio, on peut faire du sport, de la musique, de la famille artistique, expérimentale, même de l'autoportrait. Dieu sait que les élèves en classe font énormément d'autoportraits. C'est assez dingue d'ailleurs. Il y a des thèmes récurrents que je vois beaucoup à l'université. C'est l'autoportrait et puis tout ce qui est sur la souffrance. Voilà, tous ces élèves sont omnubilés par leur propre souffrance. C'est assez nombriliste comme truc, c'est assez bizarre. C'est à croire ça et puis la condition des femmes. Voilà, c'est à la mode en fait en ce moment. La condition des femmes, on le voit partout. Là, aujourd'hui, j'étais justement au show de graduation de la 4e année, et donc j'ai vu les travaux qu'ils ont produits, et vraiment c'était toujours soit sur la condition de femme, soit sur la condition psychologique d'autrui, etc. Enfin, il y a une thématique qui revient à chaque fois. Et puis donc ils disent, si tu appelles à un modèle, il faut absolument que tu aies un copyright, donc le droit de protéger le copyright, etc., un contrat et tout. Donc voilà ce que dit sur cette page-là. Et puis il faut aussi, on est censé présenter ce projet-là à la classe, chose que je n'ai pas eu à faire parce que j'étais pas là. Voilà, j'étais à la Clarée quand il y a eu ça. Alors, sur l'autre slide ici, eh bien, j'explique en fin de compte que j'ai choisi plusieurs idées au fur et à mesure du module, au fur et à mesure du trimestre. J'avais plusieurs idées. La première idée que j'ai eue, c'était d'essayer de reproduire des tableaux de Renaissance ou baroque, des peintures telles que Caravage ou Rembrandt, et les reproduire en photo. Voilà, je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire ça, etc. Et puis je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas assez de temps pour trouver les modèles. Et pour Caravage, ça demandait à trouver les hommes, etc. Et malheureusement, vu le manque, en fin de compte, de participation, d'échange entre les élèves à l'université, j'ai pas pu créer de lien, en fin de compte, de pouvoir faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Ensuite, l'autre idée, c'était de photographier ma fille dans différents scénarios et d'appliquer différents types de lumière, etc.
différents lieux, différents styles de lumière. Et puis en fait, au final, j'ai décidé de photographier Sky avec un système de lumière hollywoodien. Pour toi qui est francophone, tu connaîtras sans doute le style Harcourt, voilà, donc qui rappelle un peu le style hollywoodien, qui était typique au début du XXe siècle. Voilà. Et donc j'ai décidé de faire ça, et en fait la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ça, elle était à la fois logistique et créative. La première, logistique, parce que tout ce trimestre-là, j'étais extrêmement occupé. Je te parlais du stage que j'avais eu sur le portrait, mais après le stage sur le portrait, j'ai eu la Clarée, et puis après la Clarée, j'ai eu, je suis parti en fin de compte pour un projet personnel à Venise, photographier Venise pendant une semaine pour un projet de livre, et j'aurai l'occasion de t'en reparler de ça dans une autre vidéo justement par rapport à l'université, parce que ça a changé un petit peu ma donne. Donc j'étais très occupé, et ça plus les mariages et autres, j'avais pas beaucoup de temps, et donc je me suis dit si je fais ça, je peux faire ça avec ma fille, ça va le faire. L'autre aspect aussi, pourquoi je voulais faire ça, c'était que j'avais, comme je te l'ai dit dans les vidéos précédentes, j'ai acquis, en même temps que j'attaquais l'université, je venais d'acquérir le moyen format, le Fuji, GFX 100S, et avec ça les deux objectifs pour le portrait, le 55 mm 1.7, 55 mm c'est en fait un 40 mm, et le 80 mm 1.7 qui est en fait l'équivalent d'un 63 mm, voilà. Deux objectifs absolument succuleux, plein de caractères pour faire du portrait, avec une profondeur de champ extrêmement limitée, très très fine, etc., qui fait de très très beaux portraits. Et je me suis dit ça allait être génial, ça m'inspire à faire ce type de photos, et donc je pensais que ça allait être intéressant à faire. De l'Harcourt, j'en avais vraiment pas fait en soi, au style hollywoodien, j'avais pas vraiment fait, je savais comment le faire, mais je l'avais pas vraiment fait. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas? Voilà pourquoi j'ai choisi ça. Et là, tout à l'heure, quand je te disais dans le premier slide, je te disais il faut faire un journal et puis 500 mots d'écrit. Mais j'ai pas fait ça réellement. J'ai fait le journal ici, là, c'est le journal que j'ai fait ici en PowerPoint, mais j'ai voulu mettre les accents sur les E et les I, les points sur les I, et voire même des trémas, parce qu'en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est carrément un cours. Voilà, mon journal, c'est carrément un cours sur qu'est-ce que la photographie hollywoodienne et Harcourt et comment la faire. Et je me suis dit, avec ça, mon gars, tu vas pouvoir voir d'où est-ce que je viens. Voilà, et que je sais de quoi je parle. Donc, j'ai pas respecté les 500 mots, puisqu'au total, tu le vois ici sur le côté, je suis à 32 pages. Voilà, et il y a plus de 500 mots. Donc, on arrive ici où j'explique en fin de compte ce qu'est l'éclairage hollywoodien, Harcourt, etc. Ou d'où vient Harcourt en fin de compte. En ce qui concerne l'éclairage hollywoodien, on ne peut pas dissocier, si tu veux, la photographie à ce moment-là, cet éclairage-là, du cinéma. Pourquoi? Parce que en fin de compte, le type d'éclairage hollywoodien pour la photographie est issu justement des besoins en lumière pour la vidéo, pour le cinéma. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du cinéma, les pellicules utilisées n'étaient pas de bonne qualité, et donc elles n'étaient pas assez sensibles à la lumière, et donc du coup les studios pour faire le cinéma étaient obligés d'être dans des serres. Pourquoi? Parce qu'avoir les verrières pour pouvoir absorber toute cette lumière. Et donc, qui dit avoir cette lumière qui passe sur les toits en verre, eh bien, ça veut dire un éclairage du dessus. Voilà d'où est-ce que ça vient. Et c'est pour ça quand on regarde en fin de compte à l'époque, tu avais les studios d'Edison, mais tu avais la MGM, tu avais Georges Méliès pour la France, eh bien c'était, comme tu le vois là sur le slide, c'était des hangars avec des verrières, etc. pour laisser un maximum de lumière. Et ce qui est intéressant, c'est que après quand il s'agit de faire de la photo avec cet éclairage hollywoodien, mais ça va dire quoi? Ça veut dire un éclairage par le dessus. Voilà d'où ça vient. Quand on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit donc que en 1920-1930, Paramount, tu sais, la maison de production Paramount, pour leur studio, il y a un ingénieur qui a réussi à créer une lumière artificielle qui était assez puissante pour être captée par la pellicule. Et cet éclairage-là, eh bien, était placé, encore une fois, parce qu'il y avait ce style artistique, était placé
au-dessus du modèle et tu te retrouvais à avoir un éclairage très cramé, on va le dire, hein, cramé sur la partie la plus proche de cet éclairage, en l'occurrence les cheveux, et ensuite peut-être un autre éclairage qui pointe sur le visage. Et tu as d'ailleurs Sternberg qui va en fait créer l'image que l'on connaît, que l'on a en fin de compte de Marlène Dietrich, cette icône du cinéma où là tu as une photo là issue du film Blonde Vénus de 1932 où on voit en fin de compte l'utilisation de cette lumière qui est par derrière, qui vient éclairer ses cheveux et de par la position de cet éclairage sur le haut, en fin de compte, va accentuer, va sculpter en fin de compte le visage de la personne. C'est comme ça qu'on va se retrouver à avoir des ombres marquées sous les pommettes ici. On va retrouver aussi de l'ombre sous les sourcils. Et c'est vraiment ça qui va créer en fin de compte cet éclairage que l'on va appeler ensuite l'éclairage Paramount. Très souvent on associe l'éclairage Paramount à l'ombre que l'on a, le fameux loupe que l'on a sous le nez, mais en réalité c'est faux. C'est un amalgame que l'on fait. Ce qui définit l'éclairage Paramount, ce n'est pas en fin de compte ce loupe, cette ombre que l'on a ici entre le nez et la lèvre supérieure, c'est en fin de compte l'éclairage du dessus qui va sculpter au niveau des joues et au niveau de l'arcade sourcilière. Voilà ce qui définit cet éclairage Paramount. Et d'ailleurs, en parlant du loop, si jamais tu es amené à photographier avec un éclairage et à avoir ce loop, la règle à faire très attention, c'est que ce loop-là ne vienne pas déborder sur la lèvre elle-même. Si ça déborde, ça va pas le faire. Je t'avouerai que le loop sous donc cette ombre-là, ici, ce sort de papillon qui apparaît dessous. Papillon, pourquoi? Parce qu'en fait, tu as les narines, et les narines peuvent créer en fin de compte la forme des ailes d'un papillon qui se retrouve dessous. C'est pas un éclairage c'est pas un effet, si tu veux, d'ombre dont je suis très fan. Très curieusement, c'est plus appliqué aux femmes qu'aux hommes. Et chez les femmes, j'aime pas parce que quand je le regarde, ça me fait plus penser à Hitler avec la moustache ici qu'autre chose. Et je trouve pas ça nécessairement flatteur. Donc c'est plus au niveau du creusage sur les peaux, sur les pommettes. Voilà. Alors Harcourt, lui, vient après, parce que Harcourt, c'est en 1934. Hein, le nom Harcourt vient de Cosette Harcourt. Cosette Harcourt était en fin de compte elle était responsable de la photographie pour certains magazines. Au départ, il photographiait donc les célébrités et autres. Aujourd'hui, tout le monde peut se faire tirer le portrait à Harcourt. Ça va te coûter à peu près 1000 € pour le faire. Pourquoi c'est connu par les célébrités? Parce qu'au départ, effectivement, pour le cinéma, les vedettes, etc., ils le faisaient. Après, ils ont joué là-dessus où en fait, ils font venir des célébrités, ils les photographient. La célébrité peut utiliser la photo pour ses propres besoins et eux peuvent l'utiliser en tant que publicité. Donc voilà, c'est un commun accord. Ce qui va vraiment... ils font aussi de la photographie de publicité aussi. Hein. Ils sont moins connus pour ça, mais ils le font aussi, photos de produits et autres. Ce qui va caractériser Harcourt par rapport à tout autre type d'éclairage, c'est que certes, ça rappelle cet éclairage du début du siècle, mais c'est aussi parce qu'ils n'utilisent pas de flash. Voilà, Harcourt n'utilise pas de flash, ils utilisent toute une panoplie de lumière style Fresnel, qui est le même système que tu as sur ton flash Cobra, mais en fin de compte c'est une lumière continue. Le Fresnel est simplement là pour focaliser en fin de compte le faisceau lumineux. C'est ce qui crée en fin de compte ton zoom dans ton flash Cobra. Et ils utilisent ça en fin de compte pour créer des points de lumière à certains endroits et sculpter grâce à cette lumière là, voilà. Et donc pour un portrait, tu peux avoir une dizaine de sources lumineuses qui viennent éclairer comme ça la personne. C'est assez intéressant. Derrière Harcourt, tu as une panoplie de photographes. Hein. La maison Harcourt, c'est pas un photographe, c'est toute une panoplie qui sont là. C'est plus la maison, si tu veux, et puis après tous les employés, tous les photographes qui gravitent autour en partenariat. Voilà. Donc là, tu as quelques portraits sur ce slide. Hein. On reconnaît certaines actrices françaises, et puis on a des acteurs américains également. Ensuite, ici,
je parlais tout à l'heure de l'éclairage sur le modèle, mais après ce qui vient, c'est l'éclairage sur l'arrière-plan. Alors généralement, pour ce qui est pour Harcourt et le hollywoodien, l'intérêt sur l'arrière-plan, l'idée c'est de créer une sorte d'échiquier. Alors c'est quoi l'idée de l'échiquier? C'est en fait de créer un contraste, c'est-à-dire que si tu as une zone d'ombre derrière, eh bien devant, elle va être éclairée, ton sujet va être éclairé. Si ton sujet a une partie sombre sur son corps, eh bien derrière, ça va être une partie lumineuse. Et donc créer cette alternance de ombre-lumière, partie éclairée, partie sombre entre le devant et l'arrière-plan. Voilà. Et donc c'est ce que tu vois ici. Très souvent, c'était utilisé des triangles, ça a été utilisé des cercles, etc. en fonction de tel photographe ou de tel directeur de photographie pour le cinéma. Un des maîtres dans la technique, en fin de compte, de jouer avec ces contrastes-là, c'est George Orwell. Et là, tu as des photos en dessous qui te le montrent. Hein. On le voit avec donc un cercle dans certaines, d'autres, c'est des faisceaux qui vont traverser. C'est toujours ce contraste de noir, d'ombre et de lumière tout le temps. Alors, ensuite, pourquoi j'ai choisi de le faire avec Sky? J'aurais pu très bien choisir un modèle. La raison pour laquelle j'ai choisi Sky, c'était... parce qu'on pourrait se dire, oui, mais Sky, elle a 12 ans à l'époque. Là, elle a 13 ans, mais elle avait 12 ans. Tous les sujets qu'on a vus, là, c'est des acteurs, ils ont une trentaine, quarantaine d'années, voire plus. Pourquoi une gamine de 12 ans? Parce que, pour deux raisons. C'est-à-dire que, déjà, faut se rappeler une chose, c'est que le cinéma du début du siècle, c'était de mettre en avant les stars de cinéma du début du siècle. C'était pas, c'est pas comme aujourd'hui, c'est pas comme les pseudo-célébrités d'aujourd'hui. Non, c'était des méga stars, c'était des dieux, c'était des déesses. Ils n'étaient pas accessibles, ces gens-là. Je te parle d'Hollywood et puis autres. Ils n'étaient pas accessibles. Et l'éclairage faisait en sorte de surtout ne pas les rendre accessibles, de les transformer en dieux, en déesses vivants. Et donc je me suis dit, ben, Sky, c'est l'amour de ma vie. Et du coup, je veux la sublimer. Alors, j'aime pas ce terme-là de sublimer, mais j'ai envie vraiment de la mettre sur un piédestal, de la transformer en déesse. Voilà. L'autre aspect, on pourrait se dire, ouais, mais elle a 12 ans, tu vas la transformer comment? Selon moi, la photographie de portrait n'a pas pour vocation, malgré ce que l'on pourrait entendre de la part de certains photographes, malgré ce qu'on peut lire, la photographie de portrait, comme la photographie en général, n'a pas pour vocation de représenter la réalité. Voilà. Elle ne peut pas. La photographie ne peut jamais être réelle. Et j'aurai l'occasion de rentrer sur le sujet, mais elle ne peut pas. C'est un cheval de bataille inutile. C'est une bataille inutile de commencer, parce que tu n'y arriveras jamais. Et dans le portrait, c'est encore pire. C'est encore pire parce que moi, ça me fait sourire quand j'entends les gens qui disent « Oh, regarde ce portrait, il a pu vraiment faire ressortir la personnalité de cette personne. Vraiment, c'est vraiment elle. » Non, non, on ne peut pas faire ressortir la personnalité de l'essence même d'une personne dans le portrait. C'est absolument faux. C'est absolument faux. Pourquoi? Parce que tout est subjectif en photo, quel que soit le sujet, quel que soit le thème, quelle que soit la pratique, la photo elle-même, intrinsèquement, est forcément subjective. Voilà. Pourquoi? Ne serait-ce que par la composition. À partir du moment où il s'agit en fin de compte de placer la caméra, de placer l'appareil photo dans un axe particulier, à partir de ce moment-là, tu prends une décision. Et cette décision va définir en fin de compte l'axe tu vas définir ce que tu choisis de mettre en avant, ce que tu choisis de montrer. Et la photographie, en fait, c'est l'art de savoir quoi cacher. Voilà. Et tu te rendras compte, si tu y réfléchis, tu vas te rendre compte que, en fait, en photographie, tu caches plus que ce que tu ne révèles. À méditer. Et donc, pour revenir à ça, je te dis que à chaque fois que tu fais une photo, c'est forcément subjectif. Ça veut dire quoi par rapport à un portrait? Ça veut dire que tu vas
voir une personne devant toi, que tu la connaisses ou pas, ça ne change rien. Tu vas forcément avoir ta propre interprétation par rapport à cette personne-là. Regarde quand tu vois un paysage, combien de fois je lis pour les revues et autres, et j'en suis victime parce qu'on l'est tous. On voit une scène et elle nous inspire. Elle nous inspire par rapport à notre propre expérience, que ce soit un film que l'on ait vu, que ce soit un autre paysage qu'on a vu, mais dans des situations différentes où les éléments ne sont pas 100% les mêmes, mais ça nous fait penser à quelque chose. Et parce que ça nous fait penser à quelque chose, notre interprétation de ce que l'on voit est affectée. C'est pour ça que des fois, il y a un tel disconnect, une telle déconnexion en fin de compte entre ce que l'on a pris et ce que l'on regarde après. On dit, mais non, je comprends pas, j'arrive pas à obtenir ce que je voyais, ce que je voulais. Parce que ce que l'on voyait n'était pas la réalité. On est forcément influencé. Et donc, quand on a une personne devant soi, on est influencé par rapport à cette personne-là. Déjà, ce qu'elle reflète, ce qu'elle veut inconsciemment ou consciemment nous faire passer. Très souvent, on n'est pas conscient de ce que l'on veut faire passer. Tu as Roland Barthes qui a dit « Je me suis fait photographier des milliers de fois et pourtant, quand je regarde les photos qu'on m'a faites de moi, il n'y en a aucune qui me ressemble. » Voilà. C'est pas de moi, c'est de Roland Barthes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas photographier l'essence d'une personne. L'essence d'une personne, qui sait ce que c'est? Même l'individu lui-même ne sait pas ce que c'est. On a chacun notre propre perception, c'est comme le son de sa propre voix. On s'enregistre, on écoute sa voix, on se dit mais c'est pas ma voix. Et les autres se disent mais si, c'est ta voix. Donc déjà il y a un disconnect. Donc en photographie ça va être exactement la même chose. Donc c'est forcément une interprétation. L'interprétation faite par le photographe, une interprétation ou un jeu fait par la personne qui est devant, consciemment ou inconsciemment. Et donc du coup, pour en revenir à ça, l'idée de photographier ma fille, j'ai pas l'intérêt de la photographier pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle est pour moi. J'ai envie de photographier un personnage et elle est sous mon toit, elle est à ma disposition. J'ai pas beaucoup de temps, j'avais à peu près 4 heures pour faire, j'avais 2 séances au maximum, j'avais 4 heures au maximum pour pouvoir faire ce travail-là et donc c'était extrêmement pratique, voilà. Donc voilà ce que je dis dans ça. Et là, je montrais 2 exemples. Un que tu reconnais sûrement, hein, puisqu'on l'a fait ensemble dans un live show. Si tu n'as pas vu cette vidéo, c'est la photo qui est en bas à droite, où j'ai montré de A à Z comment j'ai photographié ça. Et bien le lien s'affiche ici. Et je te montrais d'ailleurs comment utiliser certains accessoires proposés par la marque Magmod. Cette vidéo n'était pas sponsorisée par eux, ils ne savent pas que j'ai fait cette vidéo, mais c'est les accessoires que j'utilise pour faire les mariages, entre autres, et donc je te montrais comment je les utilisais, et voilà ce qu'on a pu obtenir. Alors pourquoi la série je l'allais la faire en noir et blanc? Alors pourquoi j'ai précisé que j'allais les faire en noir et blanc? Ça peut te paraître évident vu les photos que j'ai montrées tout à l'heure, mais c'est parce que je sais très bien que le prof en question n'aime pas le noir et blanc. Alors on va me dire, mais Tom, à quoi tu joues? Ben oui, voilà, c'est un petit peu l'adolescent qui est en moi. Quand j'entends des conneries dites par quelqu'un il y a eu une revue à un moment donné, des différentes photos que les élèves faisaient, et puis à chaque fois qu'il y avait un élève qui avait fait des photos en noir et blanc, il lui a critiqué, il a dit mais pourquoi elles sont en noir et blanc? Moi j'aime pas le noir et blanc, quand je vois une photo en noir et blanc, j'ai mon cerveau qui mouline à essayer de découvrir quelles sont les véritables couleurs derrière, etc. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon, mec, tu perds vraiment de plus en plus de légitimité à mon égard. Et donc, du coup, j'ai dit, ouais, au départ, j'avais prévu de lui mettre une photo en noir et blanc. Mais quand j'ai choisi ce thème-là, j'ai dit, tiens, tu vas en prendre plein la tronche, mon gars, je vais te faire du noir et blanc tout le long. Donc voilà, j'ai expliqué pourquoi, parce que je me suis dit, si je lui explique pas pourquoi, il va péter un câble. Donc je lui explique pourquoi, parce que c'est assez normal que si on veut faire de l'éclairage hollywoodien, partir en noir et blanc, ça me paraît évident. Hein. Et puis je lui ai rappelé aussi ce qu'a dit Ted Grant, qui est un photographe, je crois qu'il est canadien, et qui a dit quand on photographie les gens en couleur, eh bien on photographie leurs vêtements. C'est pour ça que la photo de mode en couleur, ça passe très bien. Mais si tu commences à les photographier en noir et blanc, tu photographies leur âme. Ça ne veut pas dire leur âme à eux, c'est l'âme du personnage. Voilà ce que ça veut dire. Donc voilà.
Les outils là que j'ai utilisés, c'était donc le moyen format dont je te parlais. J'ai les deux objectifs, le 55 et le 81. J'ai utilisé un filtre. Ah oui, alors j'aurai l'occasion de te parler de ces filtres là, les filtres Black Mist. Black Mist, c'est des filtres de diffusion. En l'occurrence, j'ai des filtres de chez Nissi de diffusion, et c'est très prisé par les photographes qui aiment photographier la rue, pas des photos de rue, mais la rue en général, la nuit, etc. Parce que ça crée un glow. J'aurai l'occasion de te parler de ça. J'ai ça sur tous mes objectifs. Le mariage, j'utilise ça déjà. Mais maintenant, toutes les photos que je fais effectivement de portrait, que ce soit mariage ou portrait studio, j'utilise ces filtres-là. Pour le paysage, je n'utilise pas. Sauf pour le paysage urbain, j'aurai l'occasion de t'en parler sur un autre module. Au niveau des lumières, j'ai pas de lumière continue. Enfin, j'en ai, mais pas pour faire ça. Donc, c'est pas vraiment du hardcore que je fais, ou du moins pas dans la méthode hardcore. Donc, je l'ai fait avec le flash. J'ai 4 flashs Godox AD200, 200 watts. Et puis, j'ai 2 Godox de 100 watts chacun. Et puis, un déclencheur radio. Et puis, mon flash maître Sekonic. Voilà. Au niveau des modificateurs, pour les lumières, j'ai des MagMod, hein, donc des réflecteurs, des gels, des grids, un snoot, j'ai des softbox de forme octogonale ou rectangulaire, puis j'ai réflecteur. Et puis après, sur l'arrière-plan, j'ai différents arrière-plans. En l'occurrence, j'ai utilisé un grand fond que j'ai de 4 mètres de style granit. Et puis j'ai des porte-lumière que j'ai utilisé. Alors j'ai utilisé un C-stand qui est un porte-lumière assez lourd, sur lequel je mets d'ailleurs l'appareil là qui filme là en ce moment, et puis j'ai d'autres flashs, et puis j'ai parlé de logiciels avec Lightroom, Photoshop, et puis Puro. Voilà. Si tu ne sais pas d'ailleurs ce qu'est Puro, là je parlais de Puro 3 à l'époque parce que Puro 4 n'est pas sorti, mais là je viens de faire une vidéo justement sur Puro 4. Si tu veux en savoir plus de quoi il s'agit, le lien s'affiche là. Ensuite, voilà, c'est le premier shoot. Eh bien, il s'est fait en 2 parties. Alors, tu vois donc une photo là en bas de ma fille. C'est dans mon living room en bas, où tu vois les 2 lumières, et puis enfin les 3 lumières en l'occurrence, hein, puisqu'on en voit celle du haut, donc ce qui rappelle justement l'éclairage donc fait avec, comme tu vois, une octobox avec un grid dessus, un nid d'abeille, et puis ensuite on a un flash direct sur elle, et puis un deuxième flash qui vient sur le côté. Voilà, donc un qui va me créer l'éclairage sur ses cheveux par derrière, un deuxième qui va nous créer donc cet éclairage sur le devant de face, hein, c'est celui qu'on a là avec un dôme pour éviter en fin de compte toute lumière spéculaire, et puis ensuite un spot de lumière qui est sur le côté ici, qui éclaire pas Sky directement, qui va éclairer en fin de compte l'arrière-plan. Voilà. Et puis donc pendant cette première partie, c'est de trouver l'éclairage, faire différents tests. Et là, tu vois différents tests, voir si j'allais utiliser le MagBeam. Le MagBeam, c'est un accessoire que je peux utiliser qui me permet de créer des gobos. Les gobos, en fin de compte, c'est ce que tu vas mettre devant une lumière qui va permettre de créer des ombres. En l'occurrence, tu vois des lignes derrière, là, comme des barres d'une cellule, etc. Donc voilà, j'ai essayé plein de choses. Et puis après, c'était au niveau du vêtement. Au départ, on était parti sur un haut sans manches, mais ça me gênait en fin de compte. Et donc, on est parti sur une veste. D'ailleurs, la même veste qu'elle portait pour la photo sur le steampunk qu'on avait fait en live, voilà, qui est bleu normalement. Donc voilà, on est parti là-dessus. Et donc voilà toutes les photos que j'ai faites de cette série de Sky. Ma femme a fait le maquillage. Sky ne se maquille jamais, hein, qu'on est très clair là-dessus. Ma fille n'est pas sur les réseaux sociaux. Ma fille ne regarde très peu la télé. Ma fille, comme on a vu sur le live, elle passe 3-4 heures par jour à dessiner. Voilà, c'est tout ce qu'elle fait, à dessiner, à écouter de la musique. Mais elle se met pas de maquillage, etc. Donc elle a beau avoir 13 ans, elle est pas, c'est loin d'être la bimbo du coin. Donc là, exceptionnellement, elle avait du maquillage pour les raisons du shoot.
Et puis après, la deuxième partie de ce shoot-là, j'avais décidé de la faire asseoir pour changer un petit peu le look. Donc j'ai un fauteuil et donc du coup je l'ai fait asseoir dessus et utiliser l'arrière du fauteuil. Et donc on voit deux photos. L'éclairage est plus ou moins la même sauce, hein, en fin de compte. C'est toujours la même chose. En utilisant un réflecteur, tu vois que mon épouse a utilisé elle tient en fin de compte le réflecteur ici. Et puis après une autre scène avec un chapeau où en fait j'ai abaissé l'arrière le dos du fauteuil et puis je l'ai fait asseoir. L'éclairage est plus ou moins la même chose, j'ai simplement fait pivoter dans l'autre sens et puis ça a donné donc ça pour cette première série assise comme ceci. Et puis ensuite voilà toutes les photos et celle avec le chapeau. Le chapeau, on avait un chapeau de style 1930 par là. L'avantage, c'était que ça me permet de bien gérer les ombres sur son visage et pour l'éclairage. Donc ça allait bien. Et puis sur le haut, j'ai simplement mis un châle comme ça qu'elle porte au-dessus sur elle. Voilà. Donc voilà toutes les photos prises avec le chapeau. La sélection, voilà la sélection, mais au lieu de te montrer la sélection comme ça, je te propose de regarder un diaporama. Tu as l'habitude de regarder les diaporamas lors des concours mensuels. Et bien là, ça va être un diaporama. Ce que je vais te faire, c'est que pour chacune des photos, tu vas voir la photo originale, suivie de la photo immédiatement éditée. Voilà. Donc, je te mets le petit diaporama, on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce petit diaporama, c'est la phrase que je dis à chaque fois après les diaporamas, mais là, bon, j'espère que tu as aimé ça. Dis-moi ça, en tout cas dans un commentaire, si tu as aimé ces photos-là. Ce que je peux te dire, c'est que je suis très content des photos que j'ai produites. Ça m'a demandé, ouais, en gros, ça a été deux fois 2 heures, hein, c'est à peu près ça, pas plus que ça. Et puis après à éditer, j'ai tout édité, les 12 photos en question, je les ai éditées dans la nuit, voilà. Et puis ça m'a mis plus de temps à écrire en fin de compte tout le journal, tout ce workbook, là ça m'a pris plus de temps. Et puis j'ai enfin soumis ça. Et puis j'ai attendu la date pour soumettre, c'était le 5 décembre, et il a fallu attendre bien jusqu'au au 25 janvier, je crois, 30, à la fin du mois de janvier, première semaine de février pour avoir les résultats. Et je ne savais pas ce que ça allait valoir. Et là, j'ai eu les résultats. Et quand j'ai vu les résultats, je ne savais pas trop, ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire. Je vais te le dire. J'ai eu 60. 60 sur 100. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait sourire. Pourquoi? Parce que c'était évident, à mes yeux, hein, c'était évident que la note que j'ai eue a été influencée par rapport aux remarques que j'avais fait aux profs pendant le cours. Pourquoi? Parce que, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les photos ici, c'est pas le sujet. Le prof n'a pas à aimer ou pas les photos.
Le prof est là pour juger et apprécier le travail fourni. Voir le résultat. Est-ce que le résultat est bon? Est-ce que le résultat est potable, vendable? Est-ce que le résultat est professionnel? Sachant que les élèves qui sont en université ne sont pas des pros, mais ils aspirent à être des pros. Donc quand tu as un pro spécialisé dans le portrait, le pro va pas s'en faire par rapport aux photos qu'il va soumettre. Elles vont forcément, à moins de vraiment rien avoir à faire, mais c'est pas le cas. Je me suis quand même démené pour aussi bien la prise de vue que pour les soigner au moment du développement, et puis le travail fourni pour le journal. Donc je m'attendais à avoir la note maximum, mais pas forcément avoir un A+, parce que j'allais pas avoir 100%, c'est évident, ils n'aiment pas donner les 100%. Mais avoir un 60 sur 100, là tu comprends pas trop. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté le prof. J'ai envoyé un email et je lui ai dit, j'aimerais bien, est-ce qu'il serait possible qu'on on discute, j'aimerais bien comprendre en fin de compte les raisons derrière la notation. Qu'est-ce que tu as à dire? Il n'y avait pas de commentaires associés à cette note-là, j'aimerais bien comprendre en fin de compte le raisonnement derrière ça. Et il a dit ok, et il a dit viens dans le bureau à telle heure. J'ai dit ok, je le remercie, et puis j'y suis allé. Le bureau n'était pas innocent, parce que c'est pas son bureau, c'est le bureau des profs. À l'heure où il m'a demandé de venir, c'était pas innocent non plus, parce que c'était entre midi et 2, et il y avait tous les profs dans ce bureau. Et il m'a demandé de m'asseoir, et il m'a dit, bon alors t'acceptes pas la note que je t'ai fournie. Déjà, d'emblée comme ça. Je lui ai dit, non, c'est pas que j'accepte pas, c'est que je veux comprendre le raisonnement derrière cette note-là. Et il me dit donc que, ok, et il me dit, ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque? Je lui dis, ce qui me choque, c'est que c'est du portrait et que je me retrouve à avoir 60%, et que je me dis, 60%, c'est à peine avoir passé la moyenne. Donc, je suis quand même très étonné parce que j'ai vu le travail fourni par les autres élèves. Donc, j'ai dit, si moi j'ai 60%, je voudrais comprendre pourquoi il y a d'autres élèves qui ont des notes plus élevées que les miennes. Et quand je vois les travaux, je ne comprends pas. Voilà. Donc, c'est là-dessus. Et la réponse qui me dit, oui, mais tu as manqué beaucoup de cours. Et je lui dis, comment ça, j'ai manqué beaucoup de cours? Oui, tu as manqué beaucoup de classes. Et je lui dis, j'ai manqué 5 classes dans tout le trimestre. Et c'est beaucoup moins que la majorité des autres élèves. Et il me répond, comment? Et je lui dis, très simple, parce que j'étais là dans les classes, dans les cours, donc j'ai vu qui était là. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, vous avez tous poussé à demander aux élèves pourquoi ils venaient pas, et à chaque fois que vous veniez dans les cours, vous étiez frustrés parce que les gens, ils étaient pas là. Donc, me fais pas croire que je suis le seul à pas être venu, y compris ceux qui ont des notes supérieures à la mienne. Donc, cet argument, j'y crois pas. Il me dit, oui, mais tu aurais été assisté à mon cours, au dernier, tu aurais vu, tu aurais une meilleure note, parce que on travaillait sur la lumière, etc. Et là, je lui dis, et au fur et à mesure où je parlais avec les mains, comme je le fais à chaque fois, et là, il dit, mais arrête avec la gestuelle, là, pourquoi tu es agressif? Et je lui dis, mais je suis pas agressif. Et à chaque fois que j'employais un mot, quand je lui ai dit, je commençais une phrase par exemple en disant, je comprends qu'à l'université c'est pas la vie réelle, et il me dit, mais attends, comment ça c'est pas la vie réelle? Je lui ai dit non, c'est pas la vie réelle, l'école c'est pas la vie réelle, là ce qu'on demande à faire à l'université c'est pas ce qui se passe dans la réalité des choses pour un photographe, et j'admets, je joue le jeu. Il dit, comment ça jouer le jeu? C'est un jeu pour toi? Je dis non, mais c'est une expression. Et très vite, en fait, il a essayé de m'attaquer sur la rhétorique, sur les mots que j'employais, pour essayer de me titiller, pour essayer de me faire sortir de mes gonds, ce que je n'ai pas fait, pour espoir qu'à un moment donné, je m'énerve devant, en fin de compte, tous les autres profs qui étaient derrière, qui écoutaient. Certains des profs avaient vu mes photos parce que je leur ai fait part des notes que j'ai eues, et certains ont dit oui, c'est un peu c'est étonnant quand même. Et puis quand en ce qui concerne la note, sur les histoires des 60%, il m'a dit les 60% c'est pas un simple passe, hein. Pour passer c'est 35.
Je lui dis 35. Il me dit oui, 35. 60, c'est bien. 60, c'est un B. Donc j'ai eu un B. Voilà. Hein, en France, on n'a pas forcément l'habitude de ces notations A, B et C, mais tu as déjà vu des films américains où ils te disent ah, j'ai eu un A, j'ai eu un B. Voilà. Ben, moi, j'ai eu un B. 60, c'est un B. Et il me dit c'est pas un 40, c'est pas un 35. Et je lui dis mais tu vois, c'est bien l'exemple que l'université, c'est pas la vraie vie. Je lui dis, tu as déjà vu, toi, une élection où en fait, il te suffit d'avoir 35% des voix pour gagner? Ça se passe pas comme ça. La majorité, elle a 50, pas 35. Surtout quand tu es sur une base de 100. Enfin, il y a un truc, je comprends qu'il n'est pas mathématique, mais il n'est pas matheux, le gars, mais à un moment donné, il y a un problème. Bon, bref, quand je me suis aperçu qu'il jouait sur la rhétorique, etc., pour me faire sortir de mes gonds, j'ai dit, bon, ok, très bien, je voulais savoir tes raisons. Il me dit, mais si tu n'es pas content, tu peux très bien faire une réclamation. Je dis, non, mais je ne vais pas faire une réclamation. Il me dit d'ailleurs, et il me dit, mais t'es là pourquoi à l'université? Je dis parce que je veux le bachelor, voilà, j'en ai besoin pour être prof, etc. Il me dit, ben voilà, tu as un B, tu passes. Donc qu'est-ce que tu veux de plus? Donc ça commence à m'énerver, mais je ne le montrais pas, et du coup j'ai dit, ben, merci pour l'explication, maintenant je comprends un peu mieux, voilà, c'était le but. Et il dit, mais tu sais, j'étais pas seul hein, pour noter. Donc si tu veux en discuter davantage, tu peux discuter avec Sophie. Sophie, c'est pas une assistante en soi, c'est notre prof, mais elle faisait pas le cours sur le portrait, mais c'est une professionnelle, elle, du portrait, et elle aide dans le cours, etc. Il dit, si tu veux en discuter avec, bah, effectivement, je ferai ça. Donc j'ai pris rendez-vous avec elle, et effectivement, j'en ai discuté avec elle après. Et il faut savoir une chose, c'est que Sophie travaille pour des magazines, mais elle ne photographie pas en flash. Elle ne sait pas comment utiliser le flash, elle ne maîtrise pas du tout, elle fait que de la lumière naturelle, ambiante, elle fait du style de portrait documentaire, voilà. Mais elle pose pas les gens, etc. Et du coup, bon, j'ai discuté avec elle et tout, et elle me dit, mais pourquoi tu as ressenti le besoin de discuter avec moi? Un, parce qu'il l'a suggéré, et puis c'était absolument pas du tout constructif la conversation qu'on a eue. Et elle me dit, mais pourquoi? Je lui dis, écoute, t'étais là, t'as entendu. Hein. Je dis, quand on attaque sur des arguments rhétoriques plutôt que sur le fond, c'est qu'effectivement, ça manque de fond. Et que ça va absolument rien dire, les choses. Je lui dis, la question d'ego, là, me faire croire qu'en fin de compte, à un moment donné, j'allais lui dire, non, mais à qui tu crois que tu as affaire de mettre un 60 alors que je suis un professionnel du portrait? Je sais qu'il voulait que j'aille sur cette voie-là, je n'y suis pas allé. Mais je lui dis, il est où l'ego là? On sait très bien que c'est pas un spécialiste du portrait. Et lui sous-entend que, enfin pas sous-entend, il dit très clairement que si j'assiste pas à son cours sur la photo de studio, j'ai pas appris des choses et donc mes photos auraient été mieux. Je lui dis, qui c'est qu'il y a un problème d'ego là? C'est pas moi là-dessus, hein. Faut peut-être pas délirer. Et elle dit, oui, mais tu vois, ton projet, il aurait été plus intéressant si tu avais photographié avec un flash, avec la lumière naturelle, ou avec juste un réflecteur. Je dis, mais déjà, le brief, il était ouvert. On était libre de faire tout ce qu'on voulait. Ensuite, j'ai fait un brief, j'ai choisi comme thème l'éclairage hollywoodien. Je ne peux pas faire un éclairage hollywoodien uniquement avec lumière naturelle. Je ne peux pas le faire, l'éclairage hollywoodien, surtout en Écosse, je ne peux pas le faire uniquement avec un seul réflecteur. Donc, à un moment donné où je choisis le thème, je ne vais pas partir au casse-pipe à essayer des trucs où je sais que ça ne va pas marcher. Et elle me dit, mais oui, mais nous, on valorise en fin de compte la mise en danger, l'expérimentation, etc. Je dis, mais au final, qu'est-ce qui compte? C'est pas le résultat des photos. Vous jugez uniquement le cheminement. Je dis, c'est pas juste. Parce que c'était un autre argument qu'il m'avait dit. Il m'a dit, oui, mais les autres qui ont eu une meilleure note, tu as vu d'où est-ce qu'ils démarraient, tu as vu où est-ce qu'ils sont arrivés au final. Je dis, mais à ce moment-là, c'est pas possible. Je peux pas gagner là-dessus. Et il me dit, pourquoi? Je peux pas gagner. Attends, tu peux pas comparer une gamine qui a 22 ans, qui a découvert la photographie il y a 2 ans, et quelqu'un qui fait du portrait depuis 15 ans. C'est pas possible. Je suis pas perdant. Je vais pas apprendre assez de choses à l'université pour justifier un voyage éducatif sur 3 mois. Ça voudrait dire beaucoup de choses par rapport à ma capacité de photographe professionnel. Donc, je lui dis, écoute, je vais pas faire des trucs sous prétexte de prétendre découvrir ou tester des trucs qui, je sais par avance, ne vont pas fournir des résultats satisfaisant. Et je lui dis, j'ai assez de recul pour savoir que ce qui compte, ça va être le résultat. Et si le résultat, je le veux de telle façon, eh bien, je vais prendre l'outil le plus adapté pour produire ce travail-là. Et elle m'a dit, oui, mais nous, on se focalise vraiment sur l'expérimentation, le voyage, etc. Et bon, j'ai dit, ok, très bien. Donc elle m'a donné un peu plus. Mais bon, elle m'a bien fait croire aussi que les commentaires que j'avais pu avoir sur son cours n'ont pas aidé mon cas. Et bon, ça
ça justifiait pas la note que j'ai eue, mais ça expliquait en tout cas la note que j'ai eue. Et puis j'avais partagé ces photos avec mes collègues maîtres photographes et que ils ont tous dit elles sont absolument superbes et que je devrais même les utiliser pour passer au niveau au-dessus dans les différents échelons que l'on a dans l'organisation. Donc voilà, bon, ça c'était le portrait, voilà l'aventure du portrait. Il se trouve que au deuxième trimestre, j'ai pas eu ce prof. Il est venu faire une intervention lors d'un module à un moment donné pour un jour, et pareil, il a dit d'autres conneries en classe que j'ai effectivement relevé, que le deuxième prof a relevé aussi. Enfin, il l'a vu, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et ça s'est très bien passé avec les autres modules. Donc, j'espère en tout cas, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Dans l'article blog qui accompagne cette vidéo, le lien est dans la description, tu peux aller voir les photos un peu plus près en fait. Mais dis-moi ce que tu en penses dans un commentaire. Voilà. Est-ce que tu trouves déjà cette vidéo qui je pense est longue, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé ici, mais j'espère que tu l'as trouvée intéressante, que tu as appris des choses sur le parcours, peut-être appris des choses sur l'éclairage hollywoodien. Sache qu'on va couvrir ça également cette fois-ci dans le stage sur le portrait qui va, je te le rappelle, se déroule le 30 et le 31 août et le 1er septembre 2023 à Caen. Et encore une fois, il ne reste que 6 places à l'heure actuelle. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description. C'est tout pour aujourd'hui. N'oublie pas de mettre le pouce bien sûr et puis exprime-toi dans un commentaire, j'ai hâte de lire ça, et puis à bientôt. Si tu aimes ce que tu vois, fais comme moi, que ce soit du portrait ou autre chose, capture-le. Cheers!